Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Un sommet des 7 pays frontaliers avec le Soudan s'est tenu ce jeudi 13 juillet au Caire. Un nouveau format dont l'objectif est d'aboutir à une sortie de crise soudanaise après l'échec des médiations des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de l'IGAD. Le conflit armé au Soudan a engendré une grave crise humanitaire avec plus de 3 millions de déplacés et réfugiés. Nous verrons le cas de Adoum Abakar Yo, un Soudanais de 72 ans, parti s'exiler au Tchad avec ses petits-enfants. Totalement démuni, il vit aujourd'hui dans une situation précaire, sans nourriture et sans abri. Et près de la moitié des jeunes en âge de travailler au Gabon sont au chômage d'après la Banque mondiale. Pour lutter contre ce fléau, le président Ali Bongo Ondimba a lancé plusieurs programmes, dont celui dénommé « Un jeune, un métier ». Alors quel bilan tirer de ces initiatives à quelques semaines de la présidentielle? Élément de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord, en Algérie, le tribunal criminel de Dar el Beaïda a condamné par contumace le 12 juillet à 20 ans de prison Ferra Meini, le leader du mouvement MAC, classé comme organisation terroriste par l'État algérien. Il est ainsi accusé de création d'une organisation terroriste, adhésion à un groupe terroriste visant la sécurité de l'État, ses institutions et leur fonctionnement normal, ainsi que d'atteinte à l'unité nationale. Cette condamnation est accompagnée de la confirmation du mandat d'arrêt international lancé contre lui. C'est un nouveau format pour tenter de sortir le Soudan de la crise. Les autorités des pays qui partagent des frontières communes avec le Soudan, à savoir l'Égypte, l'Érythrée, le Tchad, la Libye, le Soudan du Sud, la Centrafrique et l'Éthiopie, étaient réunis ce jeudi 13 juillet au Caire sur invitation du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le but, discuter des moyens de mettre fin au conflit qui sévit au Soudan depuis le 15 avril dernier et qui oppose l'armée régulière du général Al-Bourhan aux paramilitaires du général Hemeti. Ce sommet a pour ambition de trouver une solution après l'échec des médiations des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et de l'IGAD. Rappelons que ce conflit a tué près de 3000 civils et fait plus de 3 millions de déplacés et réfugiés. Une crise humanitaire qui impacte les pays voisins. Écoutons à ce propos le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Our sisterly nation of Sudan is bleeding. Notre pays âgé de 72 ans et souffrant. Our sisterly nation of Sudan is bleeding. Notre pays frère, le Soudan, saigne. 2020 a été marqué par l'espoir d'une nouvelle ère démocratique, mais cet enthousiasme s'est à présent envolé. A contrario, nous sommes témoins d'un conflit armé intense et violent qui provoque des déplacements de masse, des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Malgré les différentes tentatives de résolution de la crise par le dialogue, les tensions persistent. Nous ne pouvons pas laisser cette violence perdurer plus longtemps, d'autant plus que les tensions risquent de s'étendre au-delà des frontières. La sous-région en pâtira grandement si les parties au conflit continuent à ignorer les mécanismes existants qui déblayent la voie pour une sortie de crise. En tant que pays frontalier, nous travaillons à surmonter nos propres challenges. Nous ne pouvons pas être passifs et devons faire preuve de sagesse dans notre approche. We must not allow the violence to continue. Notons par ailleurs qu'une fosse commune a été découverte dans l'état du Darfour occidental. Au moins 87 corps de civils soudanais enterrés en juin ont été retrouvés par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies.
Le conflit entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti a engendré une véritable crise humanitaire au Soudan depuis le 15 avril dernier. Près de 3000 morts et plus de 3 millions de déplacés et réfugiés sont à déplorer. Adoum Abakario en fait partie. Ce Soudanais de 72 ans s'est exilé au Tchad avec ses petits-enfants. Aujourd'hui, il manque de tout. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan. Âgé de 72 ans et souffrant de gouttes, Abdoum Abakayo, originaire du Soudan, est contraint de se réfugier au Tchad avec ses 6 petits-enfants dans des conditions difficiles. Ne pouvant pas marcher à cause de sa maladie et de son âge avancé, le vieil homme a été transporté à Dodane pendant 3 jours de trajet avant de trouver refuge sur le territoire tchadien. En attendant d'être pris en charge par les humanitaires, le réfugié souffre du manque de médicaments et sa famille ne peut rien faire pour soulager sa douleur. J'ai besoin de soins et de médicaments pour soulager mes crises de gouttes, mais je ne peux pas les avoir ici. Je ne peux pas non plus me déplacer pour aller les chercher ailleurs. Je souffre de cette maladie depuis 2 ans et j'ai besoin de calmants. Je souffre vraiment maintenant. Avant le conflit, Abdoum Abakayo était pris en charge à l'hôpital de la ville des Généina, mais les affrontements interarmés ont précipité son départ. Même si aujourd'hui ses petits-enfants et lui sont en sécurité sur le territoire tchadien, ils font face à d'autres défis, notamment le manque de nourriture et d'abri. En dehors de médicaments pour soulager ma douleur, nous avons besoin de nourriture et d'eau potable. En plus, nous avons besoin d'un abri parce que nous passons la nuit dehors sous un arbre. Nous sommes exposés au vent et à la pluie. Comme Abdoum Abakayo, des milliers de réfugiés soudanais au Tchad sont dans la même situation de précarité. Alors que les réfugiés continuent d'affluer suite au conflit au Soudan, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime que les besoins de financement pour leur venir en aide ne sont couverts qu'à 16% par la communauté internationale. Également dans l'actualité, en Tunisie, une centaine de manifestants étaient réunis ce 13 juillet devant la cour d'appel à Tunis pour réclamer la libération d'opposants à la politique du président Kais Saied. Ce mouvement de contestation est la conséquence d'arrestations d'une vingtaine d'opposants et de personnalités des milieux des affaires et des médias depuis février dernier dans le cadre d'une enquête pour complot contre la sûreté de l'État. Tous ont été qualifiés de terroristes par le président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis l'été 2021. Selon certains membres du Front de Salut National, principale coalition de l'opposition, la justice est aux ordres du pouvoir exécutif et n'est pas indépendante. Au Gabon, près de la moitié des jeunes en âge de travailler sont au chômage, d'après la Banque mondiale, un fléau que le président Ali Bongo Ondimba a voulu combattre lors de son septennat qui s'achève en encourageant l'auto-entrepreneuriat et en mettant en place un programme qui s'appelle « Un jeune, un métier ». Alors, à quelques semaines de la présidentielle du 26 août, quel bilan dresser de ces initiatives? Élément de réponse avec Nathalie Mo. Aux 3 gouvernements qui se sont succédés au cours de son 2e septennat, le président Ali Bongo Ondimba a instruit de faire de la lutte contre le chômage une obsession. Il a également promis en début de son actuel mandat la transition de 20 000 emplois du secteur informel vers le secteur formel. Le 16 août 2020, lors du traditionnel discours à la nation, veille de fête nationale, le chef de l'État gabonais annonçait la création de 30 000 emplois à fin 2023, principalement dans le secteur du bois. Nous pensons que le modèle de l'assistanat n'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est comment faire un saut qualitatif de l'assistanat vers les activités génératrices de revenus. Mais quelle activité génératrice de revenus qui leur donne un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est là où nous pensons qu'ils vont jouer leur rôle d'acteurs économiques. De 2017 à 2023, le président Ali Bongo Ondimba a multiplié les stratégies pour la création des emplois et des PME. En juin 2023, le dirigeant a lancé un plan de financement d'une valeur de 9 milliards de francs CFA destiné aux jeunes entrepreneurs. Pour l'opposition et la société civile du Gabon, ces mesures jugées insuffisantes n'ont été réalisées qu'à 11%.
Moi, j'ai fait le tour du Gabon, province par province, ville par ville, village par village. Je n'ai pas rencontré une population qui soit satisfaite du bilan d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais depuis 14 ans. Le premier mandat non plus n'avait pas été très positif et lorsqu'il se présentait donc pour une deuxième fois, il avait indiqué effectivement qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'exécution de son projet, le PSGE, et qu'il comptait faire mieux la seconde fois. Bon, la seconde fois est pire que la première. Au Gabon, le taux de chômage global se situe à 22%, avec 38% de jeunes touchés par le fléau selon les données officielles. Pour l'opposition, ces statistiques éloignent l'exécutif de l'atteinte des objectifs de développement durable en lien avec la jeunesse. Toutefois, la lutte contre le chômage demeure une priorité pour le gouvernement gabonais qui mise sur l'amélioration du secteur éducatif, la foresterie, l'écotourisme, l'énergie verte et l'agro-industrie, pour soutenir les programmes tels que Un jeune, un métier et 100 000 auto-entrepreneurs. Une conférence internationale sur l'amélioration des conditions des jeunes et des femmes s'est ouverte le 13 juillet à Yaoundé, au Cameroun. Objectif affiché, examiner les voies et moyens pouvant conduire à l'émergence des pays africains avec l'apport des jeunes et des femmes autonomes. Reportage de Séverin Douque. Les acteurs de la société civile et autres acteurs de défense des droits de l'homme réfléchissent aux moyens pouvant permettre l'atteinte de l'émergence des pays africains. C'est à l'initiative d'une conférence internationale sur le thème « L'islam, autonomisation des femmes et des jeunes et consolidation de la paix » tenue à Yaoundé au Cameroun le 13 juillet 2023. Les femmes et les jeunes, qui sont des couches vulnérables de la société, constituent cependant des facteurs non négligeables de développement. Selon l'Union africaine, le continent a la population la plus jeune du monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une population aussi jeune exige un accroissement des investissements dans les secteurs clés de développement économique et social afin d'améliorer le capital humain sur le continent. La femme, elle éduque le monde. La femme, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma fille, c'est mon épouse. Et les jeunes, nous tous, on a été jeunes. Si on ne s'occupe pas de la jeunesse, la porte de la délinquance est ouverte. Or, l'espoir de tout un pays, de toute une société, c'est sa jeunesse. Donc, si on ne les accompagne pas, même idéologiquement, les vendeurs d'illusions vont s'en occuper. Il s'agira également, au terme des travaux de cette conférence internationale, de relever la contribution de l'islam à l'émancipation des populations jeunes, mais aussi à la recherche des solutions durables à la paix, condition sine qua non de développement. Les participants des 25 pays africains qui y prennent part vont débattre 2 jours durant sur 4 thématiques, dont la lutte contre la radicalisation ou encore la contribution des leaders religieux à la consolidation de la paix et la promotion de la santé reproductive. Au Niger, nous avons déjà une certaine avance, particulièrement dans mon royaume, Tessawa. On va écouter les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils ont de meilleur, qu'est-ce qu'ils ont qu'on peut prendre à partir d'ici, aller adapter aux réalités et au contexte du Niger pour que les conditions de vie des femmes et des jeunes s'améliorent dans nos communautés. L'événement qui court jusqu'à ce 14 juillet 2023 réunit 25 pays africains et plus de 200 participants dont les leaders religieux, des acteurs de défense des droits de l'homme et autres acteurs de la société civile. Il est le premier représentant d'Afrique subsaharienne à avoir intégré le calendrier de la haute couture parisienne. Le Camerounais Iman Aissi a présenté le 6 juillet sa collection automne-hiver 2023-2024 à Paris, en France. Son ambition, démontrer le savoir-faire du continent africain à travers ses créations. Reportage de notre envoyé spécial Aïssatou Diamanka-Besland. Dernier réglage avant le défilé. Le génie du ciseau, Iman Aissi, le premier Africain à intégrer le plus sélect calendrier de la Fashion Week parisienne, nous dévoile sa nouvelle collection automne-hiver 2023-2024. La collection, ça s'appelle Ngéléguédik Enten. Ngéléguédik Enten, en langue wolof du Cameroun, ça veut dire la forme ronde. Et Enten, c'est le trait. Pour dire aussi que dans la vie, pour commencer toute chose ou dans la créativité, il faut toujours commencer par une ligne, une signe, ou alors la forme ronde, comme le monde. Et ça nous relie à beaucoup de choses dans la culture ou intellectuellement.
Des robes en raffia du Cameroun, en kente du Ghana ou en faso d'Anfani du Burkina Faso, c'est un mélange de matières européennes et africaines qu'Imana ici nous offre dans toute sa splendeur. C'est précisément en 2020 que le mannequin, danseur, styliste, designer, féru de mode, officie dans le calendrier de la haute couture parisienne. Défilé sublime, c'est Iman. Il nous a fait du Iman dans toute sa splendeur et je suis toujours très fière d'être là pour soutenir et pour voir son évolution et aussi une fierté de... Là, on va à d'autres défilés. J'étais invitée à pas mal de défilés cette saison de haute couture et d'avoir encore un Africain, un frère, être là et constant, ça fait un énorme plaisir. Imana ici, c'est enfin une innovation qui fonde ses racines dans une stricte réalité africaine avec une belle ouverture vers le monde contemporain, faisant avec précision la promotion de l'artisanat africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.